Il peut tout à fait se retirer. Il doit juste arrêter d'écouter les gens de son premier cercle, ce réseau d'influence israélien. Je veux dire, il vient de nommer un type de la Fondation pour la défense des démocraties dans l'équipe de négociation. Donc forcément, il va continuer à recevoir ces listes maximalistes dont on sait très bien que les Iraniens ne les accepteront jamais. Ce serait un poison pour tout accord et ça nous enferme dans un cycle sans fin où, en gros, il ne veut pas escalader, mais il ne veut pas non plus nous retirer parce que les soi-disant experts lui disent que s'il le fait, ce sera perçu comme un signe de faiblesse. Mais en réalité, si on regarde simplement les sondages politiques, et je pense que c'est ça qui l'intéresse vraiment, beaucoup plus que le reste, surtout en vue des élections de mi-mandat, les sondages montrent que le président Trump pourrait retirer nos troupes dès aujourd'hui. Je vais organiser un défilé de la victoire, parce qu'on vient tout juste de gagner cette affaire. On a éliminé le guide suprême, on a détruit leur armée. Il pourrait simplement énumérer ses réussites, comme il le fait toujours, et la majorité des gens le croiraient. Et à partir de là, moi, je pense qu'on aurait en fait un levier plus réaliste vis-à-vis des Iraniens. Je dis ça parce que les Iraniens ne nous prennent pas du tout au sérieux sur cet accord. Et c'est more, à cause de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui a déjà eu lieu, tant qu'on maintient le statu quo dans la région. En plus, il y a en ce moment en Iran beaucoup d'éléments plus radicaux qui se sentent renforcés et qui ne veulent absolument pas d'accord. En gros, on bouleverse ce paradigme actuel en retirant nos troupes et en disant « Hé, l'Iran, on veut faire affaire avec vous. » Nous sommes prêts à faire des concessions sur les niveaux d'enrichissement. Nous sommes aussi prêts à faire des concessions sur la levée des sanctions. Et ils verront qu'on est vraiment sérieux. Mais les Iraniens aussi. Une fois qu'on sera parti et que nos menaces ne pèseront plus, ils auront du mal, politiquement, à garder le détroit d'Ormuz fermé. Ils pourront peut-être le faire un moment, mais à long terme, surtout si on leur accorde un allègement des sanctions, ce sera dans leur intérêt d'ouvrir à nouveau le détroit d'Ormuz pour pouvoir exporter leurs produits énergétiques depuis le Golfe. Donc je pense qu'il doit simplement revoir sa façon de penser et ignorer ceux qui lui ont donné les conseils qui nous ont menés jusque-là. Eh bien, l'une des personnes qui nous ont menés jusqu'ici en remet une couche, et c'est le général Keith Kellogg, notre frère d'armes. Vahidi est à la tête des gardiens de la Révolution. C'est un fanatique. Ces types sont complètement fous. Le seul qui reste raisonnable, c'est le président Trump et son équipe. Et franchement, je ne vois pas beaucoup de bon sens du côté d'en face. Moi, je fais partie de ceux qui le disent clairement. Je ne suis pas le président, mais je le défends avec conviction. Il faut aller quelque part, comme à Karaj, et mettre en place un gouvernement provisoire. Il faut agir. Il y a le Conseil national de la résistance iranienne, avec Mariam Rajavi. C'est une populiste démocrate. Elle pourrait vraiment diriger ce mouvement. Je ne mettrai pas le Shah Pahlavi là-dedans, l'ancien fils du Shah. Mais vous allez continuer à faire ça avec quelqu'un comme Raisi, leur ministre des Affaires étrangères, qui a écrit un livre sur les négociations. Et c'est exactement dans sa manière de faire. Ce que je veux dire, c'est qu'ils discutent, puis ils se battent. Ils discutent, puis ils se battent. Et je pense que le président va finir par être assez frustré parce que c'est le seul qui soit vraiment raisonnable dans tout ce processus. Et il a eu le courage, que les 8 présidents précédents n'ont pas eu, de finalement agir. Mais il faut qu'on soit prêt à poursuivre les opérations militaires et à les forcer à changer de comportement. J'ai un peu ri quand il a dit, tu sais, ces types, tout ce qu'ils veulent faire, c'est parler, puis se battre, parler, puis se battre. Et là, je me suis dit, attends, il parle de nous,
où il parle de l'Iran. Parce que ça ressemble quand même pas mal à notre mode de fonctionnement. Mais d'un point de vue militaire, qu'est-ce que tu en penses? Quand il parle de prendre l'île de Karg, ça impliquerait sans doute de petites unités qu'on a déjà, peut-être des forces spéciales, peut-être des marines, et ainsi de suite. Toi, tu as déjà participé à ce genre de mission de combat. Est-ce que c'est vraiment une option réaliste? Je ne pense pas que ce soit le cas. Et vous en avez entendu parler dès le début de la guerre. Je dirais il y a environ 1 mois, peut-être 1 mois et demi. On en parlait beaucoup à ce moment-là. Lindsey Graham passait sur les émissions du dimanche pour le défendre. Le président Trump semblait réfléchir à cette idée. Puis, après l'opération de sauvetage, quand l'avion s'est écrasé, on a eu énormément de chance, grâce à la compétence de nos équipes. Et, disons-le, à la grâce de Dieu, personne n'a été tué. On a dû entrer physiquement en Iran pour récupérer notre pilote porté disparu. Et on a perdu plusieurs appareils, à la fois à voilure fixe et à voilure tournante. Je pense que le président a compris que mener des opérations terrestres en Iran, vu le terrain, c'est extrêmement difficile. Mais voilà que ça refait surface. Parce que, encore une fois, le président Trump est un homme intelligent. Et je pense qu'il voit bien que cette opération Freedom, il avait pris du recul par rapport à elle. Et puis hier soir, on a un peu eu l'impression qu'on la relançait de fait. Je crois qu'il comprend qu'il y a de vraies limites à ce qu'on joue les gardiens du détroit et qu'on fasse des escortes aller-retour dans le détroit d'Ormuz. On lui dit donc qu'il faut qu'il trouve un moyen de casser ça militairement, parce que les Iraniens ne vont pas céder à nouveau dans les négociations. On leur impose des conditions impossibles à accepter, et on le sait très bien. Mais c'est justement le rôle de l'équipe du FDD, à la fois au sein de l'administration et en dehors. Je pense qu'en ce moment, on entend de nouveau parler de cette idée d'envoyer des troupes sur le terrain. On dit, bon, si le blocus militaire ne marche pas, si les négociations échouent, il faut passer à l'étape suivante. Et si on parle de Karg Island, on entend encore qu'il faudrait soit la bombarder jusqu'à la rendre inutilisable, soit la prendre et la garder. Ce sujet revient clairement sur la table. Et comme vous l'avez souligné, je pense que ce serait une catastrophe. Personnellement, je crois que les Iraniens nous laisseraient débarquer, puis ils nous pilonneraient avec des drones et des missiles balistiques. Nos forces, là-bas, qui auraient pris l'île, se retrouveraient en quelque sorte prises en otage, sans même que les Iraniens aient besoin de les capturer physiquement, comme en 1979. Ou alors, ce serait tout simplement un bain de sang. Et puis, encore une fois, on se retrouve sur cette échelle d'escalade, où maintenant qu'on a subi une lourde perte, on se dit qu'on ne peut plus partir. Ce que je dirais au président dans tous ces scénarios, c'est que plus on patrouille longtemps dans les eaux du détroit d'Ormuz, plus on risque tôt ou tard de perdre un avion ou un de nos navires. Si on tente une opération terrestre, on a eu de la chance la dernière fois. On n'aura pas toujours cette chance. Donc en gros, en ce moment, tant que vous êtes en position de force, tant que la majorité des Américains pensent que vous êtes en train de gagner, retirez-vous, déclarez la victoire et poursuivez nos objectifs par la voie diplomatique. Oui, eh bien, la diplomatie. Keith Kellogg en a parlé tout à l'heure. Il critiquait Araqchi, le ministre des Affaires étrangères, qui lui-même ce matin a déclaré que chaque fois qu'une solution diplomatique est sur la table, les États-Unis choisissent une aventure militaire irresponsable. Est-ce une tactique de pression grossière ou bien le résultat d'un fauteur de troubles qui, encore une fois, a réussi à tromper le président des États-Unis pour l'entraîner dans un nouveau bourbier? Quelle qu'en soit la cause, le résultat est le même. Les Iraniens ne céderont jamais à la pression. Et d'une certaine manière,
Ça semble renforcer votre position. Ils n'accepteront jamais un accord de ce type, comme cette liste maximaliste publiée hier dans le Wall Street Journal, par exemple. C'est en tout cas mon analyse. Et si le président Trump reçoit les bons conseils, est-ce que quelqu'un ne pourrait pas lui dire « Vous voyez, ils n'accepteront pas ça, mais regardez ces sondages et on peut s'en retirer. » Vous, comment vous voyez les choses? Je pense que c'est exactement ce qui doit se passer. Les Iraniens ont été très clairs, même pendant les négociations, avant les deux phases du conflit. Ils disaient que le zéro enrichissement pour eux, c'était hors de question. Et encore une fois, ça rejoint ce dont j'ai déjà parlé, ce que j'ai mentionné dans ma lettre de démission. C'est là que le lobby israélien, le gouvernement israélien, est intervenu. Ils ont déplacé la ligne rouge. Au lieu de dire « l'Iran ne peut pas avoir d'armes nucléaires », c'est devenu « zéro enrichissement ». Et on voit sans cesse cette idée réapparaître sous différentes formes. Et à chaque fois, les Iraniens répondent « zéro enrichissement ». Non, ça on ne le fera pas. C'est inacceptable pour nous. Ils vont jouer un peu, faire des allers-retours sur les niveaux d'enrichissement. Et je pense qu'il y a là une vraie discussion à avoir avec les Iraniens, y compris sur la manière dont on surveille tout ça, etc. Mais aussi, la façon dont les Israéliens ont joué leurs cartes au tout début de la guerre a été vraiment très intelligente. La manière dont ils nous ont embarqués dans la frappe de décapitation qui a éliminé le guide suprême. Et ensuite, ils ont continué à tuer davantage de modérés, davantage de négociateurs. Les Israéliens ont fait ça parce qu'ils savaient. Ils comprennent la politique américaine mieux que nous ne comprenons la politique israélienne. Ils savaient qu'à un moment donné, une fois la guerre passée, le cap des 30 jours, le président serait sous pression politique pour y mettre fin. En éliminant les modérés et en s'assurant, en gros, que les négociateurs du FDD fassent partie de notre équipe, on introduit toujours des clauses empoisonnées dans les accords. Du coup, cette guerre, en réalité, il n'y a aucun moyen qu'elle puisse se terminer par un accord avec les modérés. Et donc, les seules options du président, ce sera d'intensifier la guerre. C'est pour ça que je dis que le président doit tout reprendre à zéro. Il doit renverser la logique, retirer nos troupes, et là on pourra vraiment avancer sur le plan diplomatique. Parce qu'en ce moment, même les rares modérés comme Arashi, qui restent encore en Iran, à mon avis, chaque fois qu'il retourne voir son équipe là-bas et qu'il dit « Les Américains veulent encore discuter à Islamabad. Voici le nouveau plan en 14 points. Voyons comment on peut trouver un accord. » Eh bien, ça devient de plus en plus difficile pour lui. Commençons à aller et venir avec eux. Je pense que les gardiens de la Révolution lui disent, en gros, va te faire voir. À chaque fois qu'on a essayé de négocier avec ces types, ils nous ont mis une claque. Alors pourquoi continuer à négocier? Donc je pense que si on se retirait, même si, chez nous, on dirait qu'on a gagné, en réalité, ce retrait donnerait plus d'arguments aux modérés en Iran. Ils pourraient aller voir les éléments les plus radicaux et leur dire « Regardez, on a une vraie chance d'obtenir un allègement des sanctions. Et maintenant, on est vraiment dans une phase de négociation. » Les Iraniens pourraient aussi dire chez eux qu'ils ont gagné le conflit. Et franchement, peu importe. Le président Trump pourrait très bien vendre ça ici, au public américain, en disant que nous, on avait gagné. Il y a donc plusieurs problèmes avec ce que j'appelle ici la théorie du walk-away. Je vais y venir dans un instant. Mais puisque vous avez lancé le sujet, on ne peut vraiment pas parler d'un accord négocié, ni d'aucune forme de condition de fin de guerre, sans évoquer la carte imprévisible qu'est Israël. J'ai d'ailleurs fait une émission il y a quelques jours où je montrais certains articles de la presse israélienne. On y disait en gros, « Écoutez, si certains pensent que c'était une erreur d'intervenir en 2025 ou que cette opération est un bourbier, eh bien nous, on n'est pas du tout d'accord avec ça.
On pense que c'est une bonne chose, parce que ça l'est. Ils ont dit que ça avait simplement limité leurs frappes de missiles à longue portée. Et ils ont ajouté au passage que toute cette histoire d'armes nucléaires, d'après les renseignements américains, plus tôt cette semaine, eh bien, il serait encore à 1 an de la bombe. C'est exactement ce qu'ils disaient après l'opération Marteau de minuit l'an dernier. Donc, de leur point de vue, ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Ça veut dire que la position israélienne, la position de Netanyahou, c'est qu'ils ne veulent pas d'un accord de sortie, parce qu'ils estiment qu'il faut continuer, qu'il faut plus d'attaques. À ton avis, comment ça se joue tout ça? Oui, encore une fois, les Israéliens sont vraiment malins. Ils avaient tout prévu dès le départ. Ils savaient qu'on serait sous pression politique. Ils savaient que le président Trump voudrait déclarer la victoire et partir. Du coup, ils ont réussi à glisser une sorte de poison dans le système à travers la manière dont ils ont influencé notre processus officiel de décision. Leurs relais dans les médias, dans les think tanks, ont réussi à s'infiltrer, en quelque sorte, jusque dans l'équipe de négociation. Ils ont réussi à garder la question nucléaire au premier plan, en disant qu'il fallait obliger les Iraniens à abandonner toute leur capacité d'enrichissement. Sinon, selon eux, ils seraient à 2 doigts d'obtenir 11 armes nucléaires ou quelque autre absurdité du genre. Parce que leur objectif, et ça se passe plutôt bien pour les Israéliens. Enfin, je veux dire, les Israéliens veulent que l'Iran soit obligé de nous affronter. Ils veulent que l'Iran doive défendre ses propres frontières. Leur but, en gros, c'est la décapitation du régime. Si le chaos s'installe, tant pis. Je ne crois pas que les Israéliens aient jamais eu un plan vraiment cohérent pour un quelconque changement de régime. Le genre de changement où on renverse le régime et où on le remplace par un régime pro-occidental. D'abord, c'est une illusion, mais c'est aussi une illusion très américaine, très occidentale. Je pense que les Israéliens sont simplement plus réalistes que ça. En gros, leur logique, c'est éliminer ceux qui veulent nous tuer, ceux qu'on considère comme une menace. Et si le chaos s'installe, eh bien, ce sera un problème pour le Golfe, pas pour nous. Et puis, pendant que les Américains sont un peu empêtrés, qui se battent et qui font le gros du travail dans la guerre contre l'ennemi principal, l'Iran, nous, on peut s'occuper d'éliminer le Hezbollah. On peut avancer au Liban, ce que font d'ailleurs les Israéliens en ce moment. Les Israéliens préparent aussi un futur affrontement avec les Turcs en Syrie. Donc, cette guerre se passe très bien pour eux. Mais je pense qu'ils ont très bien joué leur carte, dans le sens où ils savent qu'en ce moment, ils peuvent mettre beaucoup de pression sur le président Trump pour lui dire, en gros, « Tu ne peux pas partir maintenant. » Vous allez être vaincu. Vous allez être humilié. Voilà votre héritage, etc., etc. Je pense vraiment que le président Trump doit prendre du recul, s'éloigner des Israéliens, bien sûr, mais aussi de son cercle rapproché, celui qui l'a conduit jusqu'à cette situation. Il devrait simplement observer l'environnement politique américain, parce que selon moi, c'est en réalité ce qui lui tient le plus à cœur. Et là, il verra que beaucoup de gens continueront à écouter tout ce qu'il dit. Et s'il lui affirme qu'ils ont gagné, eh bien, ce sera le récit dominant. Et il pourra, d'une certaine manière, passer à autre chose. Eh bien, il va clairement essayer de faire ça. Je vais vous montrer aussi quelques commentaires qu'il a fait hier à ce sujet. Mais restons sur ce point-là pour l'instant. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi ce type de la Fondation pour la défense des démocraties a été publiquement intégré à l'équipe de négociation? C'est quand même une sorte de poison pur et simple pour les Iraniens, de mettre ce gars-là, qui est, disons-le, clairement un néoconservateur, et tout ce qui va avec. Pourquoi le président Trump aurait-il accepté qu'une personne comme ça rejoigne l'équipe,
alors qu'il y a déjà avec Witkoff et Kushner deux éléments que les Iraniens considéraient déjà comme des poisons. Oui, c'est justement ce que je ne comprends pas. Et les gens me disent « Eh, ta lettre de démission, elle sonnait vraiment comme une théorie du complot. » Est-ce que je pense vraiment que le lobby israélien a autant d'influence sur le président Trump? Eh bien, d'après ce que j'ai vu de l'intérieur, oui, absolument. Cette bulle dont je parlais, les rencontres officielles, les échanges avec les donateurs, les médias pro-israéliens, le FDD se trouve un peu au milieu de tout ça, en tant que groupe de réflexion. Mais pourquoi, à ce stade, le président Trump aurait-il estimé qu'il devait, après avoir lancé cette opération contre l'Iran au nom des Israéliens, placer une personne issue du lobby israélien dans l'équipe de négociation? Il n'y a en réalité qu'une seule réponse à ça. En gros, c'est que la classe des donateurs, le lobby israélien, choisit qui va négocier au nom du gouvernement américain. Et je déteste le dire comme ça. Ça me plaît pas. Mais quand on a déjà Witkoff et Kushner, qui sont clairement pro-israéliens, dans l'équipe de négociation, on avait le vice-président Vance à un moment, mais il a été retiré. Lui et son équipe ont été écartés. Et ensuite, on a mis un gars du FDD. Ça, ce n'est pas une façon d'équilibrer l'équipe de négociation, ni d'apporter un regard neuf. On est censé essayer d'améliorer la relation avec les négociateurs iraniens. Et ça montre très clairement à quel point le lobby israélien, appelez-le comme vous voulez, la chambre d'écho, influence les décisions de notre gouvernement. Et c'est un vrai problème. Je pense que tous ceux qui ont voté pour le président Trump en 2024 doivent vraiment lui faire savoir qu'on ne soutient pas ça. Je vais revenir sur les deux autres points que j'ai mentionnés tout à l'heure à propos du président Trump. Cela rend la théorie du retrait assez difficile. Mais vous avez évoqué un autre sujet, et je pense qu'il est suffisamment important pour qu'on s'y arrête un instant. Il s'agit de la question de la Turquie. Doug McGregor est déjà venu dans notre émission, et il a mis en garde contre la possibilité qu'une fois qu'Israël aura écarté l'Iran de son radar, ou du moins ramené la situation à quelque chose de plus gérable, au statu quo, il se tourne ensuite vers la Turquie. Vous venez aussi d'évoquer quelque chose comme ça, que ça pourrait peut-être arriver. Et si on pense déjà que c'est un vrai problème d'être parti en guerre contre l'Iran, alors qu'on n'en avait pas vraiment besoin, imaginez un allié de l'OTAN, comme la Turquie, qui a une puissance militaire bien plus importante que celle de l'Iran. On voit déjà à quel point on a du mal avec ça. Alors, comment une situation pareille pourrait-elle devenir réelle? Ou est-ce qu'on risque, nous aussi, d'être entraînés là-dedans? Comment vous voyez ça? On se retrouvait vraiment pris au milieu de tout ça. J'ai toujours décrit, et je le pense encore, la situation en Syrie pour nous comme une équation perdante. À un moment, on soutenait les FDS, les forces démocratiques syriennes, c'est-à-dire les forces kurdes, avec aussi quelques tribus arabes, pendant qu'ils combattaient le régime d'Assad, soutenu par l'Iran. Mais en même temps, il y avait les Turcs dans l'équation, clairement hostiles aux Kurdes. Et nous, on se retrouvait un peu au centre, à jouer les arbitres, en essayant de mener seulement quelques opérations très ciblées, surtout de contre-terrorisme. Et aujourd'hui, la Syrie reste plus ou moins dans le même état. Les Turcs ont fortement soutenu le gouvernement de Shara, le HTS, les anciens d'Al-Qaïda, les anciens de Daesh, quand ils ont pris le contrôle du pays. Les Israéliens, eux, avaient une position beaucoup plus nuancée sur la Syrie. Et encore une fois, ça montre bien qu'Israël se sent plutôt à l'aise dans le chaos. Israël était très opposé à Assad, parce qu'Assad soutenait le Hezbollah. Cela créait en fait une ligne d'approvisionnement directe vers le Hezbollah, ce qui représentait une menace directe. Il était aussi très proche des Iraniens,
puisque les Iraniens le soutenaient eux aussi. Donc Israël voulait qu'Assad parte. C'est d'ailleurs une des grandes raisons pour lesquelles nous avons dû nous impliquer à l'intérieur de la Syrie. Mais ensuite, quand les Turcs ont réussi à placer leur homme, ils ont accepté de lui laisser une chance pendant un certain temps. Puis, quand il a commencé à descendre vers Soueïda, où il y a des communautés druzes, et il y a aussi beaucoup de druzes israéliens, les Israéliens ont dit « Non, non, nous voulons pouvoir contrôler ce territoire aussi. Nous voulons pouvoir défendre les populations druzes, parce qu'ils utilisent en quelque sorte les druzes comme intermédiaires contre le Hezbollah et contre beaucoup de leurs autres ennemis également. » Il y avait donc un conflit inévitable qui se préparait à nouveau, avec la Syrie un peu prise au milieu. Et nous aussi, on se retrouve coincés parce que la Turquie est un allié de l'OTAN. On entend de plus en plus de discours belliqueux venant de la Turquie, mais aussi du côté israélien contre les Turcs, et des discussions sur le soutien aux éléments kurdes présents à l'intérieur de la Syrie. Donc encore une fois, ça va devenir un nouveau bourbier dans lequel on va être entraîné à cause de nos alliances. Et ça montre bien que ces grandes alliances finissent toujours par être, d'une certaine façon, une équation perdante pour nous, la superpuissance. Quand nos alliés se préparent à se battre, on finit presque toujours par être entraîné dedans, même quand on n'a pas vraiment d'intérêt vital de sécurité nationale en jeu. Oui, on pourrait faire toute une émission rien que sur ce sujet-là, sur le fait que les alliances ne sont jamais censées être permanentes et qu'elles finissent souvent par avoir des effets négatifs. Elles ont leur utilité quand elles sont nécessaires, mais elles devraient rester ponctuelles. Enfin bref, passons à autre chose. Je veux revenir au sujet principal. J'ai dit qu'il y a deux éléments, selon moi, qui compliquent la mise en œuvre par le président Trump de la théorie du retrait. Même si, et je le précise, je soutiens totalement cette approche. C'est la meilleure parmi plusieurs mauvaises options, mais il y a quand même des vents contraires. Le premier, c'est que l'Iran a officiellement créé mardi cette autorité du détroit du Golfe Persique, un nouvel organisme chargé de réguler le passage des navires et en gros d'installer son propre péage et ainsi de suite. Alors oui, Gary, j'avais dit qu'on n'allait pas aborder ce point, mais c'est celui que je dois traiter maintenant. Voici donc Mike Waltz, chez Bread Bayer, qui explique comment les États-Unis perçoivent cette initiative. Dans ce système, les navires qui veulent traverser le détroit recevront des instructions envoyées depuis une adresse officielle expliquant les règles de passage. Les bateaux devront respecter ce cadre et obtenir une autorisation préalable avant de franchir la voie maritime. Franchement, ça ne semble pas très réaliste. Non, absolument pas. C'est une violation de toutes sortes de lois internationales, la Convention de La Haye, la Convention de Genève, le droit de la mer. Je veux dire, est-ce que l'Espagne et le Maroc, s'ils entraient en conflit, purement hypothétique, bien sûr, pourraient commencer à jeter des mines marines dans le détroit de Gibraltar, faire payer les navires pour passer et punir tout le bassin méditerranéen jusqu'à ce que l'autre camp cède. Il y a là un précédent vraiment important sur la liberté de navigation que le monde a tendance à considérer comme acquise. Et c'est justement de ça qu'il est question dans la prochaine résolution de l'ONU dont parlait le secrétaire Rubio. Peu importe le conflit, qu'on soit d'accord ou non avec ses raisons, on ne peut pas répondre en semant des mines dans les eaux internationales et en essayant ensuite de faire payer un droit de passage. Bon, alors pour moi, ça nous fait passer pour, enfin soyons clairs, ça nous fait vraiment passer pour des idiots. Je vais être franc. À l'international, quand on voit notre ambassadrice à l'ONU, et d'abord Rubio lui-même hier, a carrément fait la leçon aux Nations Unies, au Conseil de sécurité. Il leur a dit en gros, comment osez-vous ne pas condamner l'Iran pour ce qu'ils font?
en oubliant complètement la guerre illégale qu'on a nous-mêmes déclenchée, sans aucun soutien populaire, sans aucun soutien américain. On n'avait pas été attaqué, rien de tout ça. Il a juste ignoré tout ça, comme il le fait ici. Il n'a même pas évoqué les raisons pour lesquelles ils arrêtent, pourquoi ils exploitent, détruisent, pourquoi ils en ont le contrôle, et ainsi de suite. Non, juste, comment ose-t-il? Et ensuite, il s'appuie sur cette loi pour justifier tout ça. Franchement, pour moi, c'est une honte. Personne ne va prendre ça au sérieux. En tout cas, c'est ce que je pense. Eh bien, je pense que la seule raison pour laquelle les Iraniens ont fait ça, et je crois que les faits, et même l'histoire, le confirment, c'est parce que nous étions déjà en conflit avec eux, et parce qu'on a massé une énorme puissance militaire dans le détroit d'Ormuz. On a dit qu'on allait le bloquer, on a dit qu'on allait le contrôler, autrement dit, garantir la liberté de navigation, parce que ça sonne mieux comme ça. Mais si on décidait de se retirer, de retirer nos forces et de dire « d'accord, on ne sera plus les garants de la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz », tous les pays qui ont des voies navigables bordant le détroit d'Ormuz, il faut que vous trouviez une solution. Les Iraniens seraient soumis à une forte pression. Et je ne pense vraiment pas qu'ils maintiendraient ce système actuel, celui qu'ils ont annoncé, où ils disent qu'ils vont faire payer tout le monde pour le passage. Ils pourraient le faire pendant un court moment, parce qu'ils considèrent que les pays du CCG leur doivent des réparations ou quelque chose comme ça. Mais je pense qu'on pourrait utiliser une diplomatie non conventionnelle. On pourrait s'appuyer sur certains de nos alliés dans la région, ceux qui ont encore des relations à peu près correctes avec les Iraniens. Ceux à qui je pense vraiment, ce sont les Qataris. Les Qataris, peut-être aussi les Bahreïnis. Évidemment, les Chinois auraient aussi des intérêts là-dedans. Les Indiens et les Russes également. Il suffirait de dire « Écoutez, rouvrez simplement. On a besoin que le commerce circule. » Et quand il rouvre, on peut alors dire facilement « D'accord, puisque vous avez rouvert, on va vous accorder un certain allègement des sanctions. » Mais encore une fois, si on dit qu'on va rester dans le Golfe jusqu'à ce que les Iraniens cèdent, là c'est un jeu qui se joue sur le long terme. Et sur le long terme, les Iraniens peuvent gagner. Ils peuvent gagner simplement en ne perdant pas. C'est leur terrain. Pour eux, c'est soutenable. Ils n'ont besoin d'avoir de la chance qu'une seule fois. Ils n'ont qu'à poser 2 ou 3 mines dans l'eau. Il leur suffit de tirer un missile de croisière de temps en temps et ils perturbent un 5e de l'approvisionnement énergétique mondial. L'économie américaine, comme l'économie mondiale, en souffrirait aussitôt. Donc, le jeu actuel, tel qu'il est aujourd'hui, est bien plus avantageux pour les Iraniens. Moi, j'ignorerais les fausses règles et l'indignation dont parlait l'ambassadeur Waltz, et je dirais simplement, ce jeu n'existe que parce que nous sommes là. Encore une fois, si ce jeu ne nous plaît pas, on renverse la table, on s'en va, et on peut le relancer par un tout autre canal, sous un angle complètement différent.